bonjour Catherine Belzung. Bonjour. Vous êtes neurologue en quelque sorte. Vous travaillez dans les neurosciences après un parcours venu de l'histoire de l'art que vous nous avez expliqué dans la vidéo précédente. Et vous êtes au cœur de cette explosion absolument passionnante des sciences du cerveau, au sens large, parce que ça, évidemment, ça mixe la psychologie, les neurosciences, la biologie, la psychologie, toute une série de domaines. Est-ce que vous pouvez profiter de cette position très particulière au cœur de ce champ qui explose littéralement aujourd'hui, avec d'ailleurs des projets de recherche portés par l'Europe considérables, nous expliquer un peu la genèse et l'histoire de cette explosion des sciences cognitives et de cette passion pour le cerveau? Oui, bien évidemment, je peux au moins tenter de le faire. Effectivement, pendant très longtemps, l'étude du cerveau s'est basée, et de ses fonctions, s'est basée surtout sur ce qu'on pourrait dire des observations cliniques, c'est-à-dire on a un patient, enfin une personne qui a un accident. Cet accident va avoir comme conséquence de détruire une partie du cerveau de la personne et du coup, on va constater que cette personne va perdre une certaine fonction. Donc, c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec un cas célèbre qui est le cas de Phineas Gage, un homme qui, à la fin du 19e siècle, quand ils étaient en train de construire le chemin de fer aux États-Unis, s'est pris... et qu'ils étaient en train de dynamiter une partie du parcours pour y faire passer les voies de chemin de fer, s'est pris une énorme poutre dans le cerveau et il a ensuite perdu, c'était un homme extrêmement mesuré, poli, très fréquentable, très rationnel. Du jour au lendemain, il est devenu irascible, très, comment dirais-je, non fiable, etc. Donc il y a eu un changement considérable dans le comportement de cette personne suite à cet accident. Et c'est de là qu'on a déduit que peut-être il y avait dans le cerveau des régions spécialisées dans certaines fonctions. Ensuite a suivi, ou c'est même plutôt à la même époque, toute cette ère de la phrénologie, où évidemment l'idée était que quand une fonction est particulièrement développée chez quelqu'un, ça va en quelque sorte hypertrophier la partie du cerveau qui correspond à cette fonction. Et l'idée était que cette hypertrophie devait entraîner une déformation de l'os crânien, si bien qu'en mesurant les petites bosses à la surface du crâne, on pouvait en déduire les fonctions des régions situées juste en dessous. Alors évidemment... On parlait de la bosse du savant, d'ailleurs, je me rappelle... Voilà. La bosse des maths. La bosse des maths. Est-ce que tu as la bosse des maths? C'est une expression qui est encore commune dans notre langage aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça, c'était avant l'explosion de certaines techniques. Actuellement, disons, on peut dire, ces 20 dernières années, il y a eu une explosion dans le domaine notamment de l'imagerie cérébrale, avec des outils de plus en plus performants qui permettent maintenant de voir ce qui se passe dans le cerveau à une échelle quasiment cellulaire. On a maintenant également des outils qui permettent chez l'animal, cette fois-ci, d'activer ou d'inhiber de manière spécifique certaines populations cellulaires à un moment donné, pas à un autre moment. Et donc, toutes ces manipulations, observations, permettent d'avoir une vision un peu plus affinée du fonctionnement du cerveau. Donc, il y a comme une espèce de, comment dirais-je, de foisonnement extrême dans les techniques, dans les moyens. Il y a par exemple le projet actuellement, un grand projet européen qui s'appelle le Human Brain Project, où l'idée c'est d'examiner le cerveau millimètre cube par millimètre cube, puisque l'idée est que si on dispose d'une vision précise de ce qui se passe dans chaque millimètre cube du cerveau, on pourra, en mettant tout ça ensemble, comprendre comment fonctionne le cerveau. Alors à mon avis, il y a quand même 3 choses qui pêchent un petit peu dans cette approche. C'est que, premièrement, c'est pas parce qu'on décrit les choses avec une précision extrême qu'on peut saisir le sens de ces choses. Je peux vous donner un exemple. Il y a eu, il y a 20 ans, le projet de description du génome humain. Donc, ont été identifiés l'ensemble des gènes qui codent pour
qui sont à la base du fonctionnement de l'être humain. On en a découvert 22 ou 25 000 à peu près. Mais ce n'est pas parce qu'on a une liste des gènes et qu'on sait exactement de quelle, base, de quelles lettres, en quelque sorte, sont constitués chacun de ces gènes qu'on connaît leur fonction. C'est-à-dire, on s'est aperçu après qu'on avait une liste de 20 000, 25 000 gènes, mais qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Enfin, je veux dire. Donc, ça, c'est le premier, la première limite de ce genre d'approche, où en fait, on peut décrire les choses avec beaucoup de précision, mais pour autant, on ne sait pas comment elles marchent, comment elles fonctionnent. La deuxième limite, peut-être, c'est qu'on a fait évoluer beaucoup les techniques, mais sans faire évoluer les concepts qui sont en dessous. Ce qui fait qu'on a maintenant, on peut dire tel type de cellule est activé quand un animal est agressif. Mais en fait, on n'a pas réfléchi au concept d'agressivité par ailleurs. Ce qui fait que c'est des travaux qui marchent un petit peu sur un pied. Enfin, je veux dire, et qui du coup peinent un petit peu à avoir tous leurs effets, puisqu'il y a toujours, peut-être parce qu'il y a aussi une attente sociétale absolument gigantesque autour des neurosciences, où actuellement notre société veut tout réduire aux neurosciences. C'est-à-dire, c'est un point où, par exemple, dans des tribunaux aux États-Unis, il peut y avoir des criminels qui utilisent comme argument pour se défendre quelque chose du genre « ce n'est pas moi qui ai commis ce crime, c'est mon cerveau ». Du coup, c'est un petit peu l'idée que le cerveau expliquerait tout et que nous, à l'inverse, nous ne serions responsables de rien par conséquent. C'est-à-dire, si je vous agresse, je peux vous agresser, mais ce ne sera pas de ma faute, c'est mon cerveau. Par rapport à ce que vous venez de dire, je trouve ça très intéressant parce que ça me renvoie en fait à ce que vous disiez de votre approche pluridisciplinaire. Parce qu'en fait, quand vous raisonnez de cette manière, vous prenez un peu de distance par rapport au discours des neurosciences aujourd'hui pour dire attendez, il n'y a pas que ça. Donc en fait, c'est parce que vous avez les pieds ailleurs aussi que vous êtes capable de faire cette objection-là. Donc j'aimerais vous entendre sur la manière dont vous faites ce travail pluridisciplinaire. Parce que parfois on entend effectivement, on entend bien dire que les neurosciences ont une prétention à un discours absolu, qu'elles sont réductionnistes, et que donc en dehors d'elles, point de salut. Et en même temps, vous pointez bien le fait que si on tient ce discours-là, ça veut dire qu'on dissout, par exemple, la responsabilité personnelle. Donc comment dans votre travail, vous arrivez à croiser l'apport des différentes disciplines ou à faire dialoguer entre elles, ou entre eux, même des spécialistes de ces différentes disciplines? Alors effectivement, déjà, au départ, moi j'ai choisi pas tellement de faire des neurosciences, mais d'étudier les émotions. Alors ça, on se rend compte assez rapidement que les neurosciences ne sont pas la seule discipline à produire un discours sur les émotions. Enfin, il existe des philosophes, des psychologues qui, eux aussi, produisent un discours sur les émotions. Donc, moi, j'ai l'avantage énorme de me trouver dans une université de province, petite. L'avantage des petites universités de province, c'est qu'on rencontre beaucoup plus facilement les collègues d'autres disciplines. Parce que quand vous êtes dans un énorme centre de neurosciences avec 10 000 neurobiologistes, vous pouvez passer toute votre vie sans jamais rencontrer quelqu'un d'autre qu'un neurobiologiste. Dans une université plus petite, il y a cet avantage qu'elles sont plus interdisciplinaires et du coup, j'ai eu l'occasion de croiser des collègues, d'abord des personnes qui avaient des intérêts relativement proches, c'est-à-dire par exemple des psychologues qui eux aussi étudient les émotions. Ça a pu naître un dialogue. Ensuite, un peu plus tard, j'ai rencontré des philosophes d'un premier courant de pensée qui étaient des philosophes de l'école phénoménologiste, qui, eux, m'ont apporté un certain éclairage, c'est-à-dire qui vont dire c'est bien d'étudier les émotions, mais il manque dans ce que tu étudies l'expérience subjective, par exemple.
Donc ce genre d'échange est possible parce qu'on a entamé un dialogue avec les uns et les autres. Ensuite, j'ai fait la connaissance de philosophes d'une autre école, qui était une école l'école pragmatique américaine, qui, eux, avaient une autre richesse, qui était de me faire réfléchir plus sur les concepts que j'employais, de distinguer tel concept de tel autre concept. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus précise dans mon expression. Ensuite, on a croisé des linguistes, parce que les linguistes également ont dans leur culture cette expérience assez riche de distinguer un mot par rapport à un autre, etc. Donc ça aussi, ça a permis, comment dirais-je, d'aller de l'avant dans mes travaux. Et puis, c'est au point donc que là, je suis sur le point de diriger en fait un institut dans lequel il y a à peu près 165 personnes. Ça va de la linguistique à la physique acoustique, en passant par la psychiatrie, la psychologie, la chimie, la biochimie, parce que les collègues, je veux dire ensuite, dans mon parcours, j'ai commencé à me dire qu'il fallait peut-être que mes travaux s'intéressent non seulement aux émotions normales, mais aussi aux émotions pathologiques. Et étant arrivé, puisque ça me permettrait de traiter des maladies, et arrivé à ce point-là, évidemment, on cherche des chimistes pour fabriquer des nouvelles molécules qui puissent traiter des patients, ou bien, maintenant, dans le domaine des études sur le cerveau, il est beaucoup question d'approche de neurostimulation, c'est-à-dire de stimuler électriquement certaines régions dont le fonctionnement serait défaillant. Et pour ça, il a fallu que je m'approche de physiciens, parce qu'on peut stimuler le cerveau, par exemple, par des champs magnétiques, et moi, je ne connais rien dans les propriétés d'un champ magnétique. Donc, ce que ça suppose, en fait, cet échange interdisciplinaire, je pense que ça suppose, ça nécessite d'être ouvert à la rencontre, et en même temps, ça nécessite aussi de certaines humilité, parce que, évidemment, ça veut aussi dire qu'il faut admettre qu'on ne sait pas grand-chose, finalement. Oui, que vous avez une approche qui est située, qui fait un peu zoom sur un certain type de connaissances, mais qu'il y a les autres qui... Finalement, l'intérêt, c'est parce que vous travaillez sur un objet, vous travaillez sur les émotions. Vous n'êtes pas d'abord dans une discipline, mais vous travaillez sur un objet. Donc, effectivement, l'objet, comme les émotions, il déborde une seule approche. Mais c'est très intéressant, parce qu'on est dans une université ici où on essaie de développer aussi l'approche transdisciplinaire. Demain, vous participerez au séminaire sur le transhumanisme, dans lequel, effectivement, il y a des gens qui sont de différentes disciplines, des philosophes, des juristes, des biologistes. Et du coup, on essaie de développer ça parce qu'on se rend compte que c'est là qu'est l'avenir, étant donné qu'on est affronté aujourd'hui, même... ne serait-ce que pour la planète. La question du réchauffement climatique dans l'environnement est aussi à aborder de manière ou transdisciplinaire. Donc c'est très intéressant d'entendre cela. Je pense effectivement que c'est très important pour l'approche interdisciplinaire de choisir un objet. Ouais. Parce que j'ai été assez souvent dans des espèces de séminaires qui se voulaient transdisciplinaires, où en fait on fait le tour de table de 20 personnes, chacun énonce sa discipline, mais on n'arrive pas à un dialogue puisqu'on n'a pas choisi un objet d'étude. Parce qu'on discute de quelque chose, on ne discute pas dans le vide. Alors, on va aborder un autre sujet, justement, et un autre objet. C'est un peu le futur de cette discipline, justement, le futur de votre sujet ou de votre objet, selon la manière dont on le considère. Donc, à tout de suite sur une nouvelle vidéo.